Bonjour et bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. 2 bébés, 2 histoires, du non-allaitement au coûte que coûte. Aujourd'hui, on vous propose un épisode un peu particulier. Ouais, comme d'hab, mais en vrai, c'est particulier. Parce qu'une fois n'est pas coutume, on donne la parole à une mère au parcours vraiment inspirant. Cette mère s'appelle Sandra, elle n'a pas allaité son premier bébé avec une notion de regret qui s'est installée avec le temps. Et qui, pour son deuxième enfant, a fait le choix d'allaiter coûte que coûte. Un allaitement qu'elle a construit, préparé, désiré, mais qui n'a pas été et qui n'est pas sans difficulté. Puisqu'elle a notamment été confrontée à un galactocèle. Dans cet épisode, on va parler de choix, de vécu, de liens, de difficultés, mais aussi de résilience et de cheminement personnel autour de l'allaitement. On espère qu'il t'aidera toi dans ton cheminement à allaiter si tu es en pleine hésitation. Bonne écoute. C'est l'heure de la tétée. Bonjour Sandra, un grand merci d'être à notre micro aujourd'hui. Pour commencer, on va te demander de te présenter, de nous dire ce que tu as envie de toi, de ton parcours, de ton histoire d'allaitement, de ta famille, tout ça. Alors, merci à vous déjà pour la création du podcast, les filles. Moi, je m'appelle Sandra Vermèche-Bocquet. Je suis avocate à Lille en droit de la santé, droit social et préjudice corporel. J'ai la joie d'être maman, d'être de deux petites filles, Gabrielle qui a 3 ans et Constance qui a 2 mois et qui est à l'instant dans mes bras. J'ai une maman formidable qui m'aide tous les jours à devenir moi-même maman, à être une maman. Et puis, moi, la maternité, ça a été finalement une révélation. Elle m'a profondément bouleversée et changé ma personnalité, donné un sens à ma vie. Oh, j'ai déjà des frissons de cet épisode. Et pour la petite info, parce qu'on ne voit pas ce qui se passe, mais elle se présente en allaitant son petit bébé de 2 mois. On adore. Et elle est très très belle. Il n'y a pas de souci. Merci, c'est gentil. Et du coup, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ton histoire avec ton premier bébé, donc ta petite fille Gabrielle, est-ce que tu avais un projet d'allaitement pour elle ou pas du tout ? Alors, pas du tout. Pour Gabrielle, les choses étaient assez claires dans ma tête. J'avais choisi de ne pas allaiter. Mais je me disais, sauf révélation lors de la tétée de bienvenue, parce que je donnais... on va dire quand même la chance au produit en essayant la tétée de bienvenue. Et je me suis dit, voilà, à moins qu'il y ait une révélation à ce moment-là, j'ai pas pour projet d'allaiter pour Gabrielle. Et qu'est-ce qui t'a guidé dans ton choix ? Tu t'es dit, c'est tout, je n'allaiterai pas. Il y a une tétée d'accueil ou pas du tout ? Ouais, il y a eu une tétée d'accueil, effectivement, j'expliquerai tout à l'heure, mais qu'est-ce qui m'a guidée dans mon choix ? Déjà, c'était un peu mon état d'esprit. Moi, à l'époque, certes, j'imaginais pas ma vie sans enfant. Mais je trouvais que autour de moi, j'avais pas mal de témoignages assez négatifs. C'est vrai que la maternité, c'est pas toujours facile, donc j'entendais plutôt toutes ces plaintes et j'étais échaudée en fait. Je me disais oula, ça a l'air très compliqué cette histoire. Apparemment, on va manquer beaucoup de sommeil. Et puis j'avais très peu de témoignages qui auraient pu me donner envie, comme celui de ma belle-sœur. J'avais pas, je manquais d'envie. Et puis après, on en avait discuté avec mon époux, avec Ambroise. On était assez fébriles. Et puis moi, je me sentais pas de taille. Vraiment, je m'étais dit que l'allaitement était souvent difficile et que j'avais déjà beaucoup trop de choses à apprendre avec ce premier bébé. Je me sentais vraiment pas de taille. Je m'imaginais en femme très indépendante, très libre, simplement femme, et je n'imaginais pas être finalement ce genre de maman allaitante. Je pensais que c'était pas fait pour moi. Par pudeur aussi, parce que je me voyais pas ouvrir ma chemise comme je peux le faire là maintenant, et puis me dévoiler un peu. Je suis assez pudique de nature. Pour moi, le sein, ça a toujours eu une connotation charnelle, un aspect de séduction, mais j'avais pas du tout cet aspect nourricier en tête, en tout cas me concernant.
Et puis, je voulais conserver la poitrine de mes 20 ans parce qu'à l'époque, j'étais un peu naïve et je pensais que si on n'allaitait pas, elle restait intacte. Et spoiler, Spoiler non. alerte. Ouais, c'est ça. La grossesse suffit à elle-même à la modifier. Donc, au final, ça, c'était pas un argument. Et puis, avec mon mari, on s'était dit, bah, chacun son rôle. Comme ça, on sera en congé pater et paternité, maternité en même temps. On pourra démarrer dans la parentalité ensemble et faire exactement les mêmes choses, y compris nourrir l'enfant. Et puis, on se partagera les nuits. Et comme ça, il y aura pas de fatigue. Spoiler alerte, ce n'est pas le cas non plus. Voilà ce qui a guidé mon choix à l'époque. Et alors, quand tu nous as écrit pour nous parler de ton expérience, tu nous as dit qu'à un moment, tu as ressenti une forme de regret de ce choix de non-allaitement. C'est arrivé quand? Ouais, exactement. Alors ce regret, je m'en souviens comme si c'était hier. Je venais de rentrer de la maternité, ça faisait quelques jours que j'étais rentrée à la maison. J'avais Gabrielle dans les bras. On était en train de faire un gros câlin. Je la regardais pleine d'amour. Je trouvais franchement que c'était un moment exceptionnel là ce qu'on vivait. Et je me suis dit en fait j'ai envie de plus. Je voudrais plus. Et j'ai bien compris qu'en l'ayant là dans mes bras tout contre moi, le plus ça aurait été en fait de l'allaiter. Et c'était trop tard parce que, à mon sens, hein, en tout cas à l'époque, j'avais pas de notion de relactation possible. Je me suis dit c'est trop tard. Alors en fait, j'aurais pu allaiter parce qu'effectivement, ce que je vous disais avant, moi j'avais eu un projet de donner la tétée bienvenue et je l'ai faite. Et en fait, c'est vrai que après la rencontre avec Gabrielle, ça m'a transcendée. Je suis tombée d'amour pour elle tout de suite et j'ai eu la révélation pour la maternité dès que je l'ai rencontrée, dès que j'ai tendu les bras et que je suis allée la chercher à l'instant de sa naissance. Et puis dans la foulée de cette magie, on l'a posée sur mon ventre, elle a rampé. C'était très animal, très instinctif jusqu'à mon mamelon. Et là, ça m'a fascinée. Et là, je me suis dit waouh, en fait, l'allaitement, ça a l'air quand même incroyable. C'était très naturel, c'est ce qui m'avait d'ailleurs plu. Et puis en fait, au bout de quelques minutes, je sais pas le temps, j'ai plus de notion du temps, mais il y a une puéricultrice qui est arrivée, qui m'a dit bon, elle a un peu besoin d'aide cette petite. Elle lui a pris la tête d'une main, mon sein de l'autre, et elle les a emboîtés de façon très mécanique, et ça a coupé la magie. En fait, et je me suis dit bah non, en fait ça a pas l'air si naturel, c'est l'image que je m'en faisais, et ça, mon envie d'allaiter Gabrielle s'est arrêtée aussitôt. Alors, on l'a dit dans plein d'épisodes, ça, on n'intervient pas pendant le pot à pot. Voilà, Et à mais l'époque, j'étais pas informée, donc je me ouais. suis laissée faire et ça a pas été pareil par la suite. Ouais, ça arrive encore souvent. Il y a des mamans qui demandent de l'aide, mais en fait, idéalement, on laisse la diade se débrouiller. C'est mieux. Et comment ce regret s'est manifesté pour toi par la suite, sur le plan émotionnel? Tu t'es posé des questions. Est-ce que du coup, tu as pensé à une relactation ou pas du tout quand tu es rentrée chez toi? Alors, le regret, il a été instantané. C'était vraiment cet instant dans le canapé où je me suis vraiment dit mince, j'ai envie de plus et ça aurait été ça. Je savais que la solution, c'était ça, c'était l'allaitement. Je me suis dit que c'était trop tard parce qu'effectivement, moi, à l'époque, je savais pas qu'une relactation était possible. Donc, ça m'a pas frôlé l'esprit. J'ai découvert bien après, notamment avec votre podcast. Et donc, je me suis dit, bon, c'est trop tard là pour Gabriel, dont acte. Je ferai différemment pour le prochain si j'ai la chance d'avoir un deuxième enfant. Et là, tout de suite, dans ma tête, je me suis dit que ce projet d'allaitement du deuxième enfant, il faudrait que je le prépare pour être bien informée et puis aborder les choses sereinement. On fait une petite parenthèse. Alors, c'est pas forcément ton cas, mais un regret de ne pas avoir allaité ou de ne pas avoir pu allaiter, ça peut être un facteur déclencheur de dépression postpartum. Et on vous invite du coup à bien vous entourer si c'est le cas, si vous ressentez une tristesse par rapport à ça. Et on a aussi un épisode qui est dédié à ça, donc n'hésitez pas à l'écouter. Et donc, deuxième grossesse, combien de temps après la première? Je tombe enceinte un peu moins de 2 ans et demi après, puisqu'elles ont pile 3 ans d'écart. Trop bien. Et alors là, t'étais déter sur le projet d'allaitement, comment ça se passe? J'étais carrément déterminée. C'est vrai que tout de suite, hein, de toute façon, je pense qu'avant même le projet de mise en route du bébé, j'avais toujours en fond sonore ce projet d'allaitement. Donc, ouais, il est resté en tête et j'avais encore aujourd'hui d'ailleurs parfaitement ce moment de regret à l'esprit. Donc, je savais que j'allais travailler ce nouveau projet.
Du coup, ça répond un petit peu, mais je pense que ton expérience précédente avec la tétée d'accueil, ça avait quand même renforcé ton choix pour l'allaitement de ta deuxième petite fille. Mais oui, tout à fait. Alors déjà, j'ai bien vu avec Gabriel, avec ce premier merveilleux bébé, que de toute façon la fatigue elle existait, qu'on allaitait ou pas, qu'on fasse les nuits une fois sur deux ou pas, cette fatigue, de toute façon on pouvait pas l'éviter. J'ai bien vu aussi que mes seins n'étaient plus les mêmes, même si j'avais pas allaité, que voilà, la nature faisait les choses et qu'on n'avait pas toute sa vie 20 ans de toute façon. Par ailleurs, je me suis rendu compte que le biberon induisait d'autres galères. C'est-à-dire que je me souviens, pour Gabriel, on a mis des mois à se poser des questions. Est-ce que c'est la bonne eau? Est-ce qu'on change d'eau? Est-ce qu'on change encore d'eau? Est-ce qu'on rajoute de lait-part? Est-ce qu'on n'en met pas? Est-ce qu'on change de lait? Est-ce qu'on passe sur du lait AR? Est-ce qu'on change de marque? Ah, on a parlé avec une copine, elle prend ce lait-là. Est-ce qu'on ne tenterait pas? En fait, c'était aussi beaucoup d'autres questions, des galères, voilà, différentes, mais qui existaient. Et puis après, j'en ai discuté avec mon mari. Lui m'a dit, je pense, comme beaucoup d'hommes, qu'il n'était pas forcément fan des premières semaines et des premiers mois et que lui préférait davantage la suite quand il y avait plus d'interaction avec le bébé. Donc il a dit qu'il était OK pour finalement se débarrasser du problème des nuits du départ et me laisser la main sur un allaitement. Et après, moi, Oh, c'est ça Gabriel l'arrange, finalement. ouais, quel brave. Ouais. Finalement, moi, c'est Gabriel qui a été l'élément révélateur de mon envie d'allaiter. Donc, sans cette première expérience avec Gabriel, je pense que j'aurais pas su que ça pouvait être fait pour moi et que ça pouvait me donner envie. Et c'est Gabriel qui m'a donné confiance en tant que maman et qui m'a fait me sentir en capacité d'allaiter ce deuxième enfant. Donc, effectivement, cette première expérience a été décisive et je voulais surtout plus avoir de regrets. Donc, je voulais au moins tenter l'aventure. Et est-ce que tu t'es préparée du coup pendant ta grossesse? Pas plus que ça. Ouais, carrément. Carrément. Moi, je suis en mode bon élève. J'attends des bons points, donc j'ai préparé l'allaitement de Constance, comme j'ai préparé et la grossesse et l'accouchement pour ma précédente grossesse. Donc, je me suis informée, je me suis formée. Moi, j'ai envisagé les choses un petit peu comme un marathon. Je me suis dit, c'est pareil pour l'accouchement, on se présente pas à un marathon sans l'avoir préparé un minimum, hein. Il faut connaître un petit peu son sujet et puis s'être entraîné. Donc je me suis dit, allez, le savoir c'est le pouvoir, je me renseigne. Donc franchement, merci pour votre podcast parce que j'ai passé des heures à l'écouter en voiture. Non, mais vraiment, ça a été hyper formateur avec un format facile puisque tous les matins je partais en voiture, je lançais un petit épisode, j'allais en expertise, je lançais un épisode, j'allais en autre genre, je lançais un épisode. Et puis en fait, dès vos premiers épisodes où j'ai compris comment était créé le lait entre guillemets, j'ai découvert qu'en fait il s'adaptait aux besoins de l'enfant. Je me suis dit waouh, vraiment pour Gabriel, je passe à côté de quelque chose parce qu'en fait je ne connaissais rien et ça valait vraiment le coup que je me forme. Ensuite, j'ai bénéficié d'ateliers gratuits où il y a un groupe d'hôpitaux privés hein, dans la région qui propose, même si on n'accouche pas dans ces hôpitaux, d'avoir accès à des ateliers. Donc j'ai rencontré des conseillères en lactation dans ce cadre-là, où c'était un échange avec plusieurs mamans, donc on pouvait parler, c'était assez sympa. Et ensuite, moi j'ai ma cousine Aurore qui est sage-femme en maternité et qui m'a pris rendez-vous à ma demande avec l'une de ses collègues qui est conseillère en lactation. Donc elle a répondu à toutes mes questions. Et le point sympa, c'est qu'elle m'a expliqué effectivement qu'on pouvait avoir un projet d'avant même l'accouchement exprimé du colostrum pour se familiariser avec l'allaitement. Et donc on avait ce projet-là avec Valérie. Donc on avait fixé un deuxième rendez-vous dans le juste le mois précédent la grossesse. Bon, malheureusement, j'ai eu une urgence à gérer en audience, donc j'ai dû l'annuler. Donc j'ai pas mis en place ce projet, mais en tout cas c'était dans ma tête. Et puis je me suis fait une promesse à moi-même, forte des expériences de mes copines et de mes amies, de mes cousines, etc. C'était de pas me mettre de pression. Je me suis dit voilà, je suis renseignée, je suis formée, j'ai des informations. A priori, je sais, en tout cas sur le papier, comment c'est censé fonctionner. Donc je vais me faire confiance, je vais nous faire confiance. Je vais pas me mettre de pression, je vais rester dans ma bulle et puis ça va fonctionner. Et ensuite, petite chose que j'ai fait,
Moi, j'ai beaucoup parlé à Constance, c'est-à-dire que par exemple, dès que j'écoutais un podcast, je faisais un espèce de résumé en disant bon, alors Constance, quand tu vas sortir, ça sera pas le même mode d'alimentation. Là, t'as rien à faire, ça passe par le cordon, tu verras, c'est top, mais après, ça va nécessiter quelques efforts, faudra ouvrir grand la bouche, etc. Au début, ça va être pour quelques gouttes, beaucoup d'efforts, et puis après, tu vas voir, ça va être de l'or jaune, tu vas avoir accès à du lait, ça sera beaucoup plus facile, ça sera génial. Donc, je lui expliquais tout. Et c'est très rigolo parce Trop qu'en bien. fait, dès qu'elle est née, j'ai eu l'impression qu'elle avait compris les explications et que je savais faire comme Elle une nous connaît championne. déjà, Donc alors. voilà comment je me suis préparée à ce nouveau projet. Et les ateliers, c'était où du coup, tu peux dire pour les nordistes au cas où qui ne connaîtraient pas? Oui, bien sûr. Alors, c'est des ateliers qui s'appellent les ateliers, alors, Minea, je sais pas, Nynea. Donc déjà, quand on tape ça sur Internet, on y a accès. En fait, c'est les hôpitaux privés de Ramsey qui les organisent. Donc, pour nous, c'est HPVA, hein, l'hôpital privé Villeneuve d'Ascq, mais également l'hôpital privé du Bois. Sur leur site internet, ils proposent des ateliers différents. Donc, c'est hyper sympa sur l'allaitement, les bébés signes, l'hypnose, Trop bien. enfin, vraiment plein de choses. C'est une vraie source. C'est une vraie source et c'est hyper sympa. Ça permet de rencontrer d'autres mamans aussi. Donc, je le conseille. Ouais, ça c'est bien ce que tu dis parce que en fait, nos copines, elles ont pas forcément le même postpartum au même moment, enfin la même grossesse au même moment, et du coup, ben, il y a peut-être des décalages entre vous et de trouver une maman qui va accoucher en même temps où t'évolues pareil qu'elle dans tes doutes, dans tes victoires, etc., dans l'allaitement ou dans autre chose du postpartum. Je pense que ça contribue à un bien-être et ça facilite un peu et ça rend un peu plus doux le postpartum. Oui, exactement. Et alors, Constance arrive, donc tu savais que c'était une petite fille. Oui. Comment ça se passe alors quand elle arrive? Alors, elle arrive un peu précipitamment un dimanche matin à 36 semaines d'aménorrhée plus 6 jours, Constance. Ouais. Donc, à un jour Ouais, près, elle elle était plus est dans la prématurée. étiquetée prématurée. Voilà, exactement. Donc, on m'avait beaucoup informé hein, enfin, sur les quelques heures qui ont précédé l'accouchement, puisque tout s'est passé très vite, sur les risques de la prématurité et ils étaient également liés à l'alimentation. Donc, encore une fois, j'essaie de rester dans la bulle. Et puis finalement, tout s'est très bien passé. Elle est née sans difficulté. Immédiatement, j'ai pu la voir en peau à peau. Et pareil que pour Gabrielle, ce bis à la rencontre, je l'ai trouvé extraordinaire tout de suite. Je me suis dit qu'elle allait elle aussi m'apprendre la vie. Et puis, comme sa sœur, on l'a posée sur le ventre, elle a rampé. C'était très instinctif. Elle a trouvé mon mamelon assez rapidement. Et là, d'une part, dans mon projet de naissance, j'avais mis que j'avais un projet d'allaitement et que je voulais me débrouiller toute seule. Et puis, je pense que voilà, elles ont vu que je savais faire, en tout cas que j'étais à l'aise plutôt. Et donc personne n'est intervenu et Constance a trouvé mon téton toute seule. Et puis j'ai juste aidé délicatement à se repositionner et elle a tété merveilleusement bien. C'est rigolo parce que c'était comme dans les explications théoriques. Elle a ouvert très grand la bouche. Elle a pris une partie de mon mamelon, mon téton. Donc franchement, elle m'a mise à l'aise parce que je me suis dit, ah, mais c'est incroyable, elle sait faire. Elle a parfaitement suivi sa formation. Et donc, ça m'a mise en confiance. Donc, vraiment, merci à elle parce que je l'ai sentie à l'aise et ça m'a mise à l'aise. Est-ce que ça correspondait à ce que toi t'imaginais de l'allaitement, des débuts de l'allaitement? Alors, ça correspondait à ce que j'imaginais, c'était encore même mieux. Vraiment, j'avais de la chance puisque, bon, après, moi, les soucis vont arriver par la suite, hein, chacun son lot de péripéties, mais c'était facile, en fait, dès le début, étonnamment. Et donc, c'était encore mieux puisque les difficultés ne se sont présentées qu'après. Et je le savourais particulièrement parce que j'ai secrètement, ou pas d'ailleurs, le rêve d'avoir 3 enfants. Mon mari, lui, n'en souhaite que 2. Et Bon, donc, t'en auras 3, j'ai t'inquiète. savouré. À ce qui paraît, ce que femme veut, Dieu veut. Donc, ou inversement, mais C'est bon, c'est t'allaites, l'espoir. Mais tu lui dis que t'allaites, t'en auras 3, c'est bon. faire à suivre. Mais en tout cas, je savourais et je trouvais ça merveilleux, encore plus que ce que je pouvais imaginer. Est-ce que tu as eu l'impression de créer un lien qui était différent entre tes deux filles? Elle est dure cette question, je suis désolée. Mais en fait, du coup, en écrivant la petite histoire de cette phrase, je me suis dit, est-ce qu'on a vraiment un enfant préféré ou pas, ou enfin des liens plus forts? Je sais pas.
Mais voilà, vas-y, réponds-nous. Nous, on dit pas. Oui. Non, mais c'est une bonne question. C'est vrai que le lien est différent, oui. Dans le sens où je le trouve plus proximal. Moi, je me sens physiquement, évidemment, plus proche de Constance, en tout cas dans les premières semaines, les premiers mois. On peut pas faire plus proche, hein, à part la grossesse. Effectivement, là, on a une connexion particulière. Euh, et puis après, je me rends compte avec Constance que elle dépend exclusivement de moi. C'était différent avec Gabriel parce que mon mari pouvait allaiter, enfin pouvait, pardon, non pas allaiter, mais mon mari pouvait donner le biberon comme moi. Là, je suis la seule à pouvoir allaiter. D'ailleurs, j'essaye de pas trop y penser parce que je trouve que ça met quand même beaucoup de pression de se dire que tout dépend de nous. Donc effectivement, je me sens physiquement plus proche. Après, je trouve qu'on a un lien un petit peu plus animal et un plus instinctif qu'avec Gabriel, plus naturel aussi, parce qu'il n'y a pas ce plastique entre nous deux. Après, évidemment, l'amour reste le même et voilà. Mais en termes de lien, c'est différent, c'est une autre expérience. Après, tu as dit un truc très beau tout à l'heure, c'est que finalement, c'est ce coup de foudre avec Gabriel qui t'a donné envie d'aller plus loin dans l'expérience avec ta deuxième fille. Donc finalement, en fait, ton aîné t'a montré le chemin que t'as fait pour le deuxième. Enfin, voilà, je trouve que du coup, les deux relations sont magnifiques et évidemment, on va le répéter ici aussi, c'est évident que les liens mère-bébé ne sont pas que l'allaitement, heureusement. Voilà. Non, mais tout à fait. C'est Gabriel qui m'a permis d'en arriver là et voilà, je me sentais pas assez à l'aise. Hein. Je connaissais pas ce rôle de maman à l'époque. Et c'est elle qui m'a mise en confiance, qui m'a mise à l'aise et qui m'a permis d'aller, on va dire, un peu plus loin dans l'aventure et puis de tenter cet allaitement. Et est-ce que Gabrielle pose des questions sur ça, sur la façon dont tu nourris sa petite sœur? Est-ce qu'elle demande, elle, comment c'était ou pas du tout? Alors, Gabrielle, dès elle est rentrée de la crèche un jour, bien avant même que je sois enceinte, et je lui donnais le biberon, donc a priori, elle connaissait que ça, et elle m'a dit, est-ce que tu peux me donner la tétée comme Romy, la copine de la crèche? Et donc, j'ai dû lui expliquer déjà à l'époque que, ben non, moi, je pouvais pas lui donner la tétée parce que j'avais pas de lait, puisqu'elle prenait des biberons et donc il y avait pas de lait dans mes tototes. Donc, on avait déjà eu cette petite discussion bien à distance de ma grossesse, et en fait, quand effectivement je suis tombée enceinte, dans les premiers mois, je lui ai expliqué que, eh bien, comme la maman de Romy, j'essaierais de donner la tétée à sa sœur et que j'espérais réussir à fabriquer du lait et réussir à lui donner. Et que voilà, donc c'est comme ça que j'en ai parlé, mais je suis pas allée plus loin dans la discussion de lui expliquer un petit peu mon cheminement. Un jour, je l'aurai cette discussion avec elle, mais pour l'instant, je me suis dit qu'elle a peut-être pas encore la maturité suffisante. Est-ce qu'elle a voulu goûter à un moment? Eh ben, étonnamment, pas maintenant que j'ai Constance et que j'ai du lait, mais le jour où elle est rentrée de la crèche, justement, elle a soulevé mon t-shirt en disant je veux la tétée et voilà, on est allé un peu plus loin dans la discussion parce qu'elle disait mais je veux goûter, je veux goûter. Donc là, j'ai dû lui dire mais non, en fait, je n'ai pas de lait, il y a rien à goûter. Mais là, non, je suis assez étonnée d'ailleurs, elle m'a rien demandé. En tout cas, c'est bien d'avoir une possible comparaison de la petite Romy qui a allaité pour expliquer que tu allais allaiter sa petite sœur. Je trouve ça bien. Exactement. Et elle a été capable de bien s'en rendre compte, Gabrielle, parce que la maman de Romy a allaité Romy très longtemps, je pense jusqu'à ses 2 ans. Et donc, c'était un âge où elle pouvait conscientiser et voilà, mesurer ce qui se passait et comprendre ce qui se passait quand elle voyait Romy au sein de sa maman, quand elle venait la rechercher à la crèche. Donc, merci Noémie. Coucou Noémie. Quel regard tu portes aujourd'hui sur le lien avec tes deux filles? Alors, quel regard? Je trouve que c'est une continuité, en fait, c'est une histoire de filles entre filles. Je trouve que c'est beau parce qu'effectivement, c'est Gabrielle qui m'a permis d'allaiter Constance et je trouve que j'ai un lien formidable avec Gabrielle qui m'a appris à devenir maman et j'ai un lien formidable avec Constance qui m'apprend à être encore plus maman. Je trouve que ça fait vraiment très maman d'allaiter et ça me comble puisque moi, pour moi, la maternité était une révélation, donc je suis comblée. Mais ouais, je trouve que c'est franchement formidable. Moi, je trouve que les enfants, en tout cas les miens, me concernant, m'ont appris la vie et m'ont donné un sens à ma vie. Donc, je trouve ça génial.
Tu nous as fait un mini spoiler tout à l'heure en disant que tes galères arrivaient plus tard parce qu'on ne t'a pas fait venir que pour parler de ça. Et surtout, on le voit, nous, elle est en train d'allaiter sa petite Constance et on voit une cicatrice sur son sein droit. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'est arrivé? Ouais. Oui, alors tout se passait très très bien, effectivement, je m'en réjouissais parce que souvent j'entendais des galères de je sais pas si j'ai assez de lait, mon bébé prend pas bien, j'ai des douleurs au sein, etc. Moi, ça se passait très bien, j'ai eu une super montée de lait qui m'a permis d'ailleurs et Constance était parfaitement, ce qui nous a permis de sortir un jour avant de la maternité. Et puis un jour, donc Gabriel, au bout de 2 semaines de vie, c'était les 3 ans de Gabriel, donc on a reçu une trentaine de personnes à la maison. C'était la fête Ils l'ont pris et dans les bras et donc t'as moins allaité, je pense. Ouais. exactement. J'ai moins allaité. J'ai pas vu le temps passer en fait. J'ai pas percuté. Et puis le soir, j'ai vu que j'avais une grosse boule en fait au sein, pas une toute petite. Je pense que c'est important que je le dise. Elle était très grosse dès le départ. J'avais pas de douleur, donc ça m'a pas alerté. Donc en fait, voilà, ce dimanche, le jour J, on va appeler ça comme ça, parce qu'après mon périple a été un petit peu long. Voilà, le jour J, ça a été une grosse boule au sein droit, donc au-dessus du sein, au-dessus du mamelon, de plusieurs centimètres, non douloureuse. Euh, dans la soirée, je vais quand même avoir quelques frissons et des courbatures. Mais voilà, avec l'état un peu second dû au manque de sommeil, je savais pas s'il y avait un lien ou pas. Et en fait, on va me diagnostiquer, c'est ce que je vais vous expliquer après, mais un galactocèle. Et donc un galactocèle, c'est un kyste de lait. C'est bénin. C'est un diagnostic plutôt rare. C'est une boule au sein qui est sa caractéristique première, c'est d'être non douloureuse. Sa taille peut fluctuer et effectivement, moi, c'était mon cas au fur et à mesure de ce que j'avais allaité ou est-ce que on était à distance d'une tétée. Normalement, un galactocèle, c'est non inflammatoire, donc c'est non douloureux. Normalement, il n'y a pas de frisson qui s'accompagne, il y a pas de courbature, il n'y a pas de rougeur. Toi, t'as une Mais moi, surinfection. moi, ça va dégénérer. Effectivement, je vais présenter toutes ces caractéristiques. Et alors, qu'est-ce que tu fais avec ta boule au sein, du coup? Est-ce que tu vas consulter? C'était un dimanche soir. Oui. Ouais. Est-ce que tu appelles Ouais, allaiter c'est cookie? ça. Eh ben non, parce que en fait, je m'étais tellement mis dans la tête de rester cool et de pas me prendre la tête que justement, j'ai demandé conseil auprès de mes copines qui avaient allaité, de ma cousine sage-femme, et toutes m'ont dit ah ben c'est certainement un engorgement, on est toutes passées par là. Et donc m'ont donné plein de conseils que j'ai mis en application. Donc je réveillais Constance toutes les 2 heures pour qu'elle puisse téter. J'ai fait des positions de la louve, effectivement, en espoir que cette boule parte. J'ai fait mis en place le bol tahitien, hein, donc je mettais un verre rempli d'eau chaude, au-dessus je mettais mon sein en espérant que ça puisse s'écouler. Beaucoup d'expressions manuelles sous la douche chaude après avoir massé mon sein. J'avais même eu le tipsy parce qu'entre-temps j'ai eu une conseillère en lactation au téléphone, donc celle que j'avais rencontrée au préalable, qui m'avait dit essayer d'apposer mettre une compresse et mettre au-dessus la tête d'une brosse à dents électrique. En fait, avec la vibration, possiblement, ça pouvait, faire en sorte que le caillot, la boule de lait se rompe et s'écoule. Et puis voilà, elle m'avait dit expression manuelle sous la douche chaude, donc ce que je faisais déjà. Et puis de commander un tire-lait. Donc c'est tout ce que j'ai fait pendant 3 jours. Au bout d'un moment, on m'avait même dit bon, peut-être alterner Doliprane et ibuprofène. En fait, c'était pas un bon conseil Ouais. puisque Ça fait moi je flamber présentais déjà des signes inflammatoires. Donc pas d'automédication, hein, je le dis. Donc moi, a posteriori, j'ai su que c'était pas une bonne chose pour Tu moi t'es de pas prendre un automédiquée, ibuprofène. t'as écouté les conseils qu'on t'a donnés. Ouais, et en fait, la difficulté, c'est comme je n'ai vu personne, en fait, je pense qu'il y a personne qui s'est rendu compte de l'état de la boule et de l'ampleur, et moi, c'était pas un cas classique. Donc, c'est pour ça que j'en parle beaucoup maintenant de ce galactocèle, puisque, a priori, je l'ai confondu avec un engorgement, et moi, c'était pas tout à fait le cas, quoi. Donc, une fois que j'ai fait tout ça, au bout de 3 jours, donc le mercredi à J3, j'ai constaté que la boule avait grossi. Sa taille fluctuait, hein, mais grosso modo, elle avait quand même grossi. Elle avait rougi. Je présentais une rougeur sur le sein. Et puis, j'avais toujours des frissons, toujours des courbatures. Alors, c'était pas paralysant plus que ça, hein.
ça se manifestait en dehors du Doliprane. Et puis là, j'ai une amie Marine que je remercie qui est sage-femme sur Paris et qui suit le DU allaitement de Jeanne de Flandre, qui m'a dit là, Sandra, en fait, ça fait 3 jours, c'est pire, ça sent pas bon. Il faut que tu ailles voir faut que tu ailles voir une conseillère en lactation. Et elle m'a dit, bah regarde, à l'hôpital Jeanne de Flandre, t'as de la chance, il y a une consultation disponible demain à 8h30. Et elle m'a dit là, il faut vraiment que tu y ailles. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et alors du coup, tu vas à cette consultation. Ouais, exactement. Donc, je vais à cette consultation. Là, on est jeudi matin, donc à J4. Et je vois une conseillère en lactation qui est formidable, qui s'appelle Géraldine et qui me demande un petit peu mon parcours. Donc, je lui explique et elle est top parce que au début, elle me met en confiance. Elle me distribue plein de bons points en me disant ah, c'est super ce que vous faites, tout ce que vous avez mis en place, c'est ce qu'il fallait essayer. Heureusement que vous n'avez pas pris trop d'ibuprofène parce que dans votre cas, je pense que c'est pas un bon point. Elle me regarde téter pour voir si c'était un problème de positionnement ou autre. Et non, ça se passait bien. Elle pèse Gabriel, elle voit que la courbe a explosé à tous les points et elle me dit, je pense que c'est un problème d'hyperlactation. Donc, elle a appelé en urgence une pédiatre qui est chef de service afin qu'elle puisse venir. Donc, elle était off, mais elle est venue tout de suite. Et donc elle a regardé ma boule. Ma boule faisait déjà plusieurs centimètres à l'époque. Et donc elle, ce qu'elle constate, c'est que j'ai une boule qui s'arrête avant le mamelon, qui est indolore ou presque. En fait, c'était plus une gêne qui était due à la masse, qui est d'une taille importante puisqu'elle faisait plus de 3 centimètres. Et ce qui l'interpelle, c'est que je présente quand même des frissons, des courbatures et une rougeur. Et donc, elle me dit tout de suite, je pense que c'est un galactocèle. Donc, elle m'explique que c'est un kyste de lait. Mais elle me dit, je ne pourrais confirmer le diagnostic que par une échographie. Elle me dit, voilà, je lui dis, bah, est-ce que j'ai mal fait quelque chose? Elle me dit, non, pas du tout. Elle me dit, c'est quelque chose qui se présente souvent quand on a une grosse production de lait, donc une hyperlactation. Donc elle me dit vous n'y êtes pour rien, voilà, vous avez fait ce qu'il fallait. Elle me dit dans ce cas-là, il va y avoir une conduite à tenir au niveau de l'allaitement parce qu'il va falloir réguler votre production de lait. Donc elle me dit voilà, là ce qu'il va falloir mettre en place c'est une tétée à chaque sein et non plus une tétée de sein. Il va falloir alterner gauche-droite, une tétée toutes les 3 heures et pas avant. Donc en fait là il y avait plus d'allaitement à la demande possible me concernant. Et puis elle m'a dit voilà, ce qui serait bien, c'est de mettre une tétine en place si vous n'en avez pas. Moi, j'en avais déjà mis une en place. Elle me dit parce qu'il va falloir que vous puissiez faire le distinguo entre une tétée nécessaire pour réassurer bébé, pour qu'il soit confort, qu'il soit bien, parce qu'il a besoin de contact, et une tétée qui servira à le nourrir parce qu'à la fin. Donc voilà un petit peu la conduite à tenir. Et elle m'expliquait que elle allait me prendre un rendez-vous l'après-midi pour une échographie en urgence pour pouvoir confirmer ou non le diagnostic. Et elle m'explique le parcours classique d'un galactocèle comme le mien, c'est-à-dire voilà avec des signes inflammatoires. Donc elle m'explique que il y aura déjà un antibiotique à prendre, qu'ensuite le parcours c'est une première ponction, si ça ne va pas mieux, une deuxième ponction. Si ça ne va pas mieux, un passage au bloc opératoire ou un gynécologue spécialisé en chirurgie de la femme, en cancéro et reconstruction mammaire vient inciser le haut du mamelon pour avoir une belle cicatrice et puis vient vider vient curer finalement ce kyste, vient le nettoyer, mettre une mèche dans cette cavité et puis elle m'explique que quand c'est comme ça, il y a des semaines de pansements, de soins infirmiers quotidiens avec un méchage pour que la cavité se rebouche progressivement. Donc voilà. Donc tout de suite, je lui demande si je vais pouvoir continuer l'allaitement si on en arrive là. Elle est assez pessimiste en fait. Elle m'explique que dans le parcours de soins de ces patientes qui sont arrivées jusqu'à l'intervention chirurgicale, c'est assez rare qu'elles aient réussi à maintenir l'allaitement parce qu'en fait, certes, on peut allaiter avec un seul sein, mais voilà, l'arrêt de la production de lait sur le sein malade entre guillemets, mais elle se fait pas du jour au lendemain et que c'est très compliqué parce que en tout cas sur le sein qui a eu ce galactocèle, eh bien on a ce mamelon avec des mèches et que la douleur est telle que les mamans n'arrivent plus à allaiter en tout cas pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines sur ce sein-là. Donc je suis triste quand elle m'explique ça parce qu'elle me dit si on en arrive à l'opération, c'est possible que vous continuiez à allaiter, mais c'est quand même rare.
Donc moi j'ai eu toujours cette épée de Damoclès un petit peu au-dessus de la tête. Après-midi, échographie en urgence. Par chance, effectivement, faut le dire quand même, à Jeanne de Flandre, ils ont des équipes qui savent très bien prendre en charge tout ça. Donc échographie mammaire, c'est un peu galère parce qu'ils sont en journée de formation, bref, et l'échographe me dit, la radiologue me dit, bon, bah, je confirme le diagnostic de Galatocel. Il y a beaucoup de liquide, la boule fait plus de 3 centimètres, c'est un liquide assez fluide, donc pour moi c'est du lait. Mais elle me dit, et là c'est un peu la douche froide, la boule est telle que je peux pas vous laisser comme ça, donc ponction. Alors je m'imaginais absolument pas dans le parcours de soins, on arrivait à une ponction tout de suite sans même avoir d'antibiothérapie au préalable. Et bon bah évidemment je fais confiance, hein, si je peux pas rester comme ça, je peux pas rester comme ça. Et donc j'ai la ponction dans la foulée, extrêmement douloureuse. Parce que j'avais pas eu de antibio et j'étais pas du tout préparée à ça. C'est l'interne qui l'a fait et je me souviens, c'était assez traumatique parce que l'interne dit bon, c'est tout droit et d'un coup sec, c'est ça. Et c'était les derniers mots que j'ai entendus avant qu'il y aille. Et voilà, c'est ce qu'il a fait. C'était pas au bon endroit. Ils ont recommencé. Le lait s'est échappé partout. Enfin, c'était épique cette ponction, mes larmes coulaient toutes seules, c'était vraiment très très douloureux. Pourtant, j'ai eu la péri à 9 à Constance et à côté, c'était un jeune enfant. Et voilà, donc je suis sortie de cette première ponction assez traumatisée. Le lundi, donc à J8, la pédiatre que j'avais vue m'a rappelé en me demandant ce qui s'était passé. Je lui ai expliqué. La radiologue m'avait mise sous augmentin, donc premier antibiotique. Elle, la pédiatre, m'a passé sous piostacine, qui est un antibiotique un peu plus adapté. Au début, c'était pour 10 jours. Elle m'a dit qu'on ferait le point. Et puis, en fait, au cours de cette semaine, puisque j'avais un contrôle 8 jours après la première ponction, j'ai bien vu que l'aspect de mon sein, en fait, dégénérait. Moi, avec ce galactocel, j'ai jamais été interpellée par la douleur. Faut le savoir. De toute façon, c'est pas significatif sur un galactocel. Moi, c'est l'aspect de mon sein plutôt qui m'alertait, puisque là, après cette première ponction, j'ai vu que la boule avait grossi. J'avais un gros hématome en plus, donc il était vraiment rouge, noir, vert. Il était toutes les couleurs. Et en fait, a commencé légèrement à apparaître une douleur. C'était plus une gêne en fait, et c'était de plus en plus rouge, mais c'est surtout que j'ai un aspect de la peau qui a changé. C'est devenu un peu brillant, un peu nacré. Et mon amie Marine, mon sage-femme qui m'avait orientée vers cette consultation en lactation, m'a dit c'est pas beau Sandra, il faut donc ce qu'on avait peur c'est de la fistule. Hein. Moi je connaissais cette problématique de par ma profession et puis j'avais une copine qui avait eu un abcès au sein qui avait fistulisé. Donc on avait peur de la fistule et donc elle me dit va aux urgences. Donc jeudi, pile une semaine après la première ponction, je vais aux urgences gynécologiques de Jacques de Flandre. En fait, ce qu'il faut savoir, je savais pas, c'est que quand on est en postpartum immédiat, on dépend encore des urgences gynécologiques. Donc j'ai eu un contrôle. Effectivement, c'était pas beau, mais comme j'avais le contrôle écho le lendemain matin, ils m'ont laissé aller jusqu'au contrôle écho. Donc je me suis présentée le vendredi matin. Là, cette fois-ci, j'étais préparée à cette deuxième échographie. Voilà, je donne mes petits tips parce que ça m'a permis vraiment de bien la vivre. J'avais pris des fleurs de bac. La veille, aux urgences, on m'avait prescrit un patch EMLA. Donc, j'avais apposé le patch. J'avais aussi dans les oreilles un audio. J'avais pris mes écouteurs et j'avais un audio d'hypnose pour de l'anesthésie, voilà, par hypnose. Et puis, je suis tombée sur une radiologue hyper sympa qui m'a dit qu'elle-même détesterait vivre une ponction, donc elle allait faire comme si c'était pour elle, mettre la dose d'anesthésiant local, d'anesthésie locale, et puis qu'elle allait prendre son temps, et effectivement, elle a été parfaite. Il y a eu 40 minutes de ponction, mais avec des gestes extrêmement délicats, parce qu'en fait, la première ponction, j'avais une seule grande loge contenant du lait, et en fait, à cette deuxième ponction, déjà, le liquide était devenu ce qu'elle me disait écogène, donc plus épais. Et en fait, j'avais plein de petites logettes autour parce qu'avec l'insertion de deux aiguilles une semaine avant, en fait, il y avait plein de petites logettes qui s'étaient formées autour. Donc, a priori, c'était plus complexe, mais il allait lui falloir du temps. Et avec cette préparation, et puis j'ai eu le masque Méopa aussi. Même si mes larmes coulaient toutes seules comme à la première ponction, j'ai rien senti. Donc, franchement, merci à elle. Elle a pris son temps, donc j'étais pleine d'espoir à la sortie de cette deuxième ponction. Donc elle m'expliquait qu'elle avait retiré certes du lait,
rouge, mélangé à du sang, beaucoup d'hématomes de la précédente ponction, et puis un peu de pus aussi. Donc en fait, le galactocèle avait finalement dégénéré. Et donc, grâce à cette deuxième ponction, au fur et à mesure de la semaine, je vais avoir une boule qui va se ramasser, qui va devenir de plus en plus concentrée, mais toujours l'aspect de mon sein. Donc, la pédiatre en parallèle va prolonger la piostacine et passer de 10 jours à 15 jours, parce que le fait que la boule se ramasse comme ça, c'était plutôt encourageant, mais en fait, j'ai l'aspect de la peau qui va dégénérer. Ça va vraiment se ramasser. Je vais avoir plein de petits vaisseaux violets au sommet de la boule. Et puis le jeudi soir, une semaine après la deuxième ponction, je vais me dire, tiens, ma peau, elle est tellement sèche que j'ai une goutte de sang sur le sein, quoi. Mais je vais me coucher et puis je vais pas prêter attention à ça. Et en fait, le lendemain matin, je donne la tétée de 6 heures, donc il fait un peu nuit dans la chambre, et je vois que j'ai un trait noir sur le sein. Je termine quand même la tétée, et puis après, je vais dans la salle de bain. En fait, je me rends compte qu'effectivement, j'ai mon sein qui a fistulisé. Donc, vraiment une fistule. Donc, une fistule, c'est un conduit anormal qui est créé par le corps, qui fait communiquer une cavité avec l'extérieur, dans mon cas, pour permettre à un liquide donc de s'écouler. Et donc en fait j'ai physiquement un trou au sommet de la boule avec un liquide qui s'écoule. Donc bah là forcément je suis complètement dépitée. Donc je vais au contrôle à une semaine de cette deuxième ponction. C'est la même radiologue que la deuxième fois, donc elle est dégoûtée de ne pas avoir réussi voilà à m'épargner cette fistule. Et en fait, sur le coup, on va me dire, c'est peut-être un mal pour un bien, et cette phrase, je vais pas l'entendre comme ça sur l'instant. Donc, retour aux urgences gynéco du fait de la fistule, après le contrôle écho, et là, j'ai des médecins qui sont un peu dépités parce qu'ils me disent, mais attendez, un galactocèle, c'est pas censé fistuliser, il y a rien qui va dans votre histoire. Bon, oui, merci. Ça Et te fait donc, le ils me bel disent, bon, genre. là, on va essayer d'éviter une cicatrice très moche, là, au-dessus du sein. Donc, ils vont partir sur, donc déjà, quand ils pressent, ça s'écoule. Donc ils me disent on va essayer d'aller vers une cicatrisation dirigée. Donc ils me font une ordonnance pour des soins infirmiers quotidiens. Donc je repars avec ça et puis un contrôle le lundi. On se laisse le temps du week-end et en fait à chaque fois moi que je vais à l'hôpital, il y a toujours cette question avec l'épée de Damoclès de l'intervention chirurgicale. D'ailleurs à chaque fois que je vais au CHU, je dois y aller à jeun parce que possiblement on m'envoie au bloc dans la foulée. Donc on me dit voilà, on se laisse jusque lundi. Donc chaque jour, je me dis bon bah c'est un jour d'allaitement gagné en plus. Et puis par chance, ce jour-là, j'ai une cliente qui m'envoie un texto que j'avais installé et qui est médecin, qui est chirurgien spécialisé, enfin qui est gynécologue de base et spécialisé en chirurgie de la femme. Et elle m'envoie un texto pour toute autre chose et je lui explique ma situation parce qu'on était assez proches. Et elle me dit, bah, envoyez-moi votre ordonnance. Et en fait, là, il faut absolument pas, c'est un mal pour un bien. Il faut absolument pas que ça se rebouche. Faites voir l'ordonnance et au besoin, je vais la compléter. Donc, en fait, elle se rend compte qu'ils n'ont pas eu de méchage et qu'il manque quelque chose, quelques trucs sur l'ordonnance. Donc, elle la complète. Et en fait, elle donne un protocole aux infirmières libérales. Déjà, elle me dit, trouvez une infirmière qui est à l'aise avec des penchements de mèches au sein. Et elle me dit, voilà, le protocole, c'est qu'effectivement, moi, j'avais une fibrine qui s'est constituée. Je donne les détails parce que ça m'a sauvé l'allaitement, je vous donne la suite. Mais en fait, j'avais donc une pellicule blanche. Moi, je ne voyais pas de trou en tant que tel. J'avais une boule avec une pellicule blanche au-dessus. Mais voilà, si on presse, ça s'écoule, mais sinon, il se passe rien. Et donc, elle me dit, il faut que l'infirmière enfonce un tout petit cathéter pour créer une dépression. Comme ça, elle va pouvoir insérer du sérum physiologique, laver de l'intérieur, ensuite mettre de la bétadine et apposer une mèche. Parce que moi, je suis pas passée au bloc opératoire, donc j'ai pas de trou béant, on peut pas enfoncer une mèche en tant que telle. Donc en fait, il faut créer ce petit trou avec le cathéter et ensuite apposer la mèche avant d'apposer le pansement pour que ça s'évacue naturellement et que la mèche récupère le liquide. Et donc c'est ce qu'on va faire. Je vais donc l'infirmière va être superbe. Elle va les soins sont extrêmement douloureux par contre de base puisqu'elle me presse le sein pour que ça sorte, etc. Donc je m'accroche quand même. Le lundi on fait un bilan toujours à jeun à l'hôpital. L'évolution est favorable puisque la boule dégonfle. Donc là, ils me prescrivent quand même du tramadol à prendre juste avant les soins, le temps des soins pour me soulager. Je dois le prendre le comprimé une demi-heure avant la venue de l'infirmière. Et en fait, on va continuer ce protocole de soins qui est mis en place par ma cliente et le CHU. Et ça va durer 3 semaines. Les soins vont être de moins en moins douloureux. Il y aura de moins en moins de choses à évacuer. Et en fait, au bout de 3 semaines et demie,
J'en viens à bout, donc j'ai plus de boules, plus de trous. Et ça s'est ça s'est rebouché, ça s'est cicatrisé. Aujourd'hui, j'ai arrêté mon dernier pansement, c'était aux 2 mois pile de Constance. Et voilà, je suis sortie d'affaires. Aujourd'hui, voilà, il va falloir masser pour avoir une cicatrice plus jolie, mais j'ai toujours pu continuer à allaiter parce qu'en fait, effectivement, c'était un mal pour un bien cette fistule parce que comme elle est intervenue au-dessus, sur le haut de mon sein et à distance du mamelon, moi, Constance, tout du long, elle a pu continuer à allaiter à s'alimenter une fois sur deux sur ce sein-là. Ça n'a jamais été douloureux. Elle a une toute petite bouche bien délicate. Donc, en fait, j'ai toujours pu continuer à allaiter sur ce sein. Et je peux toujours continuer à allaiter aujourd'hui. Le seul bémol, entre guillemets, c'est que j'ai quand même un sein qui a pris un petit coup dans l'aile. Donc, il produit un petit peu moins que l'autre. Donc, la semaine dernière, j'ai relancé un petit peu une lactation sur ce sein-là. Et voilà, aujourd'hui, il y a très peu d'écart. Et voilà, c'était un pari gagné. Finalement, c'était un protocole un peu hasardeux puisque les médecins ont peu l'habitude de voir ce genre de cas et ça a marché. Donc c'est pour ça que je communique aujourd'hui sur le sujet parce que si ça arrive à d'autres femmes, bah, il faut être finalement pleine d'espoir parce que on peut s'en sortir et voilà, c'était uniquement les soins qui étaient très douloureux et les premiers et puis après ça passe grâce à l'hypnose dans les oreilles finalement ça marchait bien. Comment t'as géré l'allaitement de Constance quand tu devais aller aux urgences, à jeun, etc. Ça va être une sacrée logistique. Bah, alors ils sont top parce que du coup c'est les urgences gynéco donc je partais seule, mon mari me déposait en général donc je restais un peu seule dans l'espoir de sortir vite et en fait quand j'arrivais voilà à 2h30 après une tétée en général j'ai appelé mon mari à l'époque il était encore en congé paternité ou alors après c'est mon frère qui a pris le relais ou ma mère et donc il venait me ramener Constance et là ils étaient sympas parce qu'ils me mettaient une chambre des urgences à disposition pour que je puisse allaiter donc en fait j'aurais pu même de base venir tout de suite avec mon bébé demander une chambre pour qu'on puisse continuer à allaiter. D'ailleurs, merci à tous les soignants parce que ça n'a jamais été un sujet que d'arrêter l'allaitement. Quand je disais non mais moi je veux à tout prix continuer à allaiter, ils me disaient mais oui madame, et bien sûr c'est ça le projet, il y a aucun problème, c'est une super chose, on va vous aider. Et donc ils ont toujours été pro allaitement dans la continuité de mon projet et donc c'est comme ça qu'ils me mettaient notamment les chambres à dispo aux urgences. Je pleure un petit peu. Je m'épuise. Bah, bravo. Et je tiens à dire, c'est quand même parce que tu as une connaissance gynéco qui t'a bien orienté que tu t'en es sortie de ce galactocèle. Et ouais, c'est vraiment pour ça que je communique parce qu'en fait, finalement, bon, j'ai beaucoup prié aussi pour tout ça, pour m'en sortir et pouvoir continuer à allaiter. Moi qui ne voulais pas allaiter mon premier enfant, quand même, je le rappelle, pour conserver ma poitrine de mes 20 ans. C'est vrai que voilà, les étoiles se sont bien alignées au final parce que les planètes. Parce que cette cliente, voilà, je suis en congé mat, cette cliente qui m'écrit pour un sujet qui n'a rien à voir avec le schmilblick, et je me dis ah mais tiens mais c'est sa spécialité. Je vais lui en parler et elle, adorable, qui me dit attendez je vais compléter l'ordonnance. Voilà, c'est pour ça que je communique entre guillemets sur le parcours de soins et le protocole qui est possible de mettre en place parce qu'il a parfaitement marché en fait. Le kyste au fur et à mesure donc il s'est infecté, la peau, enfin, la matière vivante se reconstitue à l'intérieur sainement et progressivement, couche par couche, jusqu'à arriver à la surface de la peau. Et puis voilà. Moi, j'avais une image en tête, par contre, et je me disais, mais en fait, si c'est un kyste de lait, si c'est une boule de lait, moi, je continue à allaiter. Donc, en fait, il y a du lait qui tombe en continu dans cette cavité. Je vais jamais m'en sortir. Ça, j'ai jamais posé la question au médecin, mais par chance, j'ai mon beau-père qui est chirurgien qui m'a bien expliqué tout ce mécanisme infectieux, inflammatoire, etc. Et en fait, en me disant, mais Sandra, le corps est bien fait. Il me disait, en fait, quand il a compris qu'il y avait un problème, il a arrêté d'envoyer du lait dans cette cavité. Il m'avait dit, regarde, moi, quand j'étais interne, j'ai vu des choses extraordinaires. Par exemple, il y avait des compresses qui avaient été oubliées dans le corps d'un patient. Et en fait, la compresse était expulsée, notamment si c'était au niveau digestif. S'accolait à la paroi digestive. La paroi digestive s'ouvrait, absorbait la compresse pour qu'elle ressorte lors d'une selle, quoi. Donc, il me dit, le corps est extrêmement bien fait, donc ne t'inquiète pas, il y a plus de lait qui continue à arriver dans cette cavité. Et il m'avait dit, voilà, cette cicatrisation dirigée, c'est une bonne chose. Il dit, bah, moi, je suis chirurgien, donc forcément, je t'aurais envoyé au bloc plus vite. Mais cette cicatrisation dirigée, c'est une bonne chose parce que ça va permettre de reconstituer
la matière vivante à l'intérieur au fur et à mesure. Et il m'a dit, tu peux t'en sortir, quoi. Il m'avait bien expliqué les choses et je l'en remercie. Ce qu'on peut retenir, quand même, c'est parti d'une fête de famille où tout le monde a voulu porter Constance dans les bras. Voilà. Donc vraiment, ton bébé, tu le mets en porte-bébé quand t'es en réunion de famille et tu lui donnes la tétée à la demande comme d'habitude, quoi. Et l'hyperlactation aussi, parce que au final, je me réjouissais d'avoir toute Une bonne lactation au cette final. production de lait, mais c'est vrai qu'en fait, il faut savoir la gérer derrière. Et on parle beaucoup des femmes qui ont du mal à produire du lait, et c'est un vrai problème. Mais en fait, il y a une autre intervenante qui est intervenue sur beaucoup là-dessus. En produire trop, ça peut aussi devenir un problème. Et ça a été mon cas, c'est pour ça qu'il fallait réguler derrière et pas de tétée à la demande au final me concernant. Et aujourd'hui, elle est régulée, cette hyperlactation? T'es toujours dans le Oui, protocole ouais, de nickel. pas trop donner pour pas trop stimuler? Voilà, exactement. J'ai gardé le protocole et puis aujourd'hui, Constance arrive parfaitement à vider mes seins. Donc non, c'est rentré dans l'ordre. En fait, il fallait un peu de temps. C'était un premier allaitement, donc je pouvais pas savoir. Ouais, c'est un deuxième, je le sais, mais je peux pas trop lancer l'allaitement non plus me concernant parce qu'en fait, ça arrive vite et fort. Donc par chance, en plus, Constance faisait téter parfaitement bien, mais je me dis avec un bébé qui aurait moins bien pris sein ou était plus fainéant, ça aurait été encore plus complexe. Alors, on a abordé 2 sujets aujourd'hui, donc le galactocèle sur lequel on a bien compris, tu veux informer les mamans, et en vrai, merci pour ça, parce que même moi, qui ai un diplôme universitaire en lactation, entre le galactocèle et l'abcès, c'est la pas... galactophorie aussi. Ouais, voilà. Quand j'ai écrit le bouquin, j'ai dû vraiment me remettre dans le truc parce que les diagnostics différentiels, ils sont compliqués. Et encore, tu as eu de la chance de passer à Jeanne de Flandre, de trouver quelqu'un qui pouvait faire une fonction sous éco-guidée, parce que j'ai déjà vu des patients galérer à trouver quelqu'un qui veut bien faire une écho, et voilà. Donc, ouais, vraiment merci pour l'information. Et il y avait un premier sujet dans ce podcast qui était le regret du non-allaitement et le fait que ça ait guidé ton deuxième. On voulait te demander quel message t'aurais aimé entendre après ton premier accouchement. J'aurais aimé qu'on me dise qu'en fait, la maternité, c'est un apprentissage progressif, qu'on apprend au jour le jour et que c'est en allant qu'on devient à l'aise, justement. J'aurais aimé aussi qu'on me dise que OK, on est OK, enfin l'équipe soignante me dise OK avec votre projet de non-allaitement, parce que à l'époque j'ai apprécié qu'on le respecte et qu'on ne fasse pas de forcing, hein, je le dis, chacun son projet. Mais j'aurais aimé qu'on me dise, en tout cas madame, si un jour vous changez d'avis, sachez qu'il existe la relactation et à ce moment-là, prenez rendez-vous avec une conseillère en lactation pour qu'elle vous guide, parce que je l'ignorais complètement à l'époque. Et enfin, j'aurais aimé qu'on dise que tout passe, que finalement un jour ça va même nous manquer et donc il faut profiter et que voilà, c'est quelques jours, semaines, mois avec un bébé, possiblement mettre en place un allaitement, c'est quelques jours à l'échelle d'une vie et que voilà, ça passe. Est-ce qu'on pleure? T'as totalement raison. Ça passe, quand on est dans le dur, on voudrait que ça passe plus vite, mais au final, ça passe super vite. Et je pense que c'est quand même les plus belles années de nos vies en tant que maman, d'avoir nos tout petits contre nous. Donc, ouais. Oui. J'ai entendu une phrase qui est parfaitement juste. Il y a quelqu'un qui a dit les journées sont longues avec des bébés, mais les années sont courtes. Alors, c'est pas de moi, mais je l'ai dit dans un épisode. Ah bah Les journées sont longues, les années sont courtes. Mais oui. Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à une maman qui doute d'elle, de son allaitement, de sa maternité et tout? Ouais, pour être passé par là, je dirais que en fait, si on se pose la question avant, à l'occasion d'un premier bébé, d'une première grossesse, moi je dirais qu'on ne peut jamais savoir à l'avance quel genre de mère on sera et ce que la maternité va révéler en nous. Alors je dirais que autant se renseigner sur l'allaitement et s'y préparer juste au cas où. Et puis je conseillerais de se donner la chance d'essayer au-delà de la tétée de bienvenue. Et puis évidemment, si au bout de quelques jours on n'aime pas, on se sent pas à l'aise, ça ne nous convient pas, on ne le sent pas, on peut tout à fait passer au biberon sans culpabilité et surtout sans regret. Mais je dirais que au moins en essayant d'allaiter, on se sera offert l'opportunité de vivre ce lien unique, cette aventure exceptionnelle, et ça permet de découvrir les bienfaits de l'allaitement. En tout cas, me concernant, moi, l'allaitement m'a vraiment apporté ce plus que j'espérais lorsque je regardais Gabriel tendrement il y a plus de 3 ans maintenant.
En tout cas, tu dois être tellement douée dans ton métier parce que je tiens à préciser que je lui ai envoyé la trame hier soir vers 21h30 et que t'as pas préparé vraiment, t'as pas vraiment eu le temps de tout préparer et chaque phrase que tu dis est juste et réfléchie et a du sens, quoi. Donc vraiment, merci pour ton témoignage, Sandra. Et merci les filles. Je sais pas pour mon métier, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne, tout comme mon métier d'ailleurs, mais voilà, c'est un sujet qui me passionne et si je pouvais ne serait-ce qu'aider une seule femme, j'en serais ravie. Et encore une fois, merci pour la création du podcast parce qu'il m'a vraiment formée à l'allaitement et m'a permis d'aborder les choses aussi sereinement. Et puis, même là, tout au fil de l'allaitement, voilà, j'ai découvert des témoignages sur l'hyperlactation, etc. Et je me suis dit, mais ouais, on n'en parle pas assez et il faut communiquer aussi là-dessus. Donc, merci de m'en donner l'opportunité. Merci à toi. Et on te dit à bientôt. Si tu passes sur la côte, n'hésite pas à nous faire un petit coucou. Encore une fois, merci 1000 fois Sandra pour ton témoignage. C'est sincère, c'est puissant, c'est plein de nuances. Ce qu'on retient de ton histoire, c'est cette notion de regret, le regret de ne pas avoir allaité, mais aussi ton cheminement, ta compréhension et surtout ta possibilité, ce que tu t'es laissé accorder de vivre les choses autrement par la suite. C'est important de le redire, allaiter ou ne pas allaiter, ça reste un choix qui est personnel, un choix qui appartient à chaque mère dans son contexte avec son histoire et surtout, il n'y a aucune place pour la culpabilité. Chaque parcours est différent, chacun est unique et chaque maman fait du mieux qu'elle peut avec ce qu'elle a. Pas de culpabilité, que des parcours. On espère que cet épisode pourra résonner avec certaines d'entre vous, vous rassurer ou simplement vous accompagner sur votre propre chemin. Merci à vous toutes de nous écouter chaque semaine. Vos retours positifs sur les épisodes nous font chaud au cœur. Informer pour choisir, soutenir pour avancer, c'est notre nouveau credo. Ouais, on commence à avoir beaucoup de credos. Merci à toutes. C'était l'heure de la tétée. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Bouboub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter. Pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informée. C'était l'heure de la tétée.